Imaginez la scène, le chaos. En l'espace de quelques secondes, une vie peut complètement basculer. Et face à ça, l'instinct, il peut nous paralyser. Pourtant, les secouristes, eux, ne sont pas paralysés. Pourquoi? Parce qu'ils suivent une séquence, une sorte de checklist mentale qui leur permet de défier le chaos et de maximiser les chances de survie. C'est précisément cette séquence, cette logique implacable, qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà notre feuille de route. Chaque point est une étape. Et attention, l'ordre n'est pas du tout un hasard. C'est une véritable hiérarchie du danger, du plus rapide à tuer au moins rapide. On va donc suivre cette séquence à la lettre pour bien comprendre la logique qui peut, littéralement, faire toute la différence. On commence. Première étape. Il faut voir ça comme un triage sur un champ de bataille. Personne ne va s'occuper d'une simple égratignure si une artère est touchée. La règle est aussi simple que brutale. On cherche en priorité absolue ce qui peut tuer une personne en moins de 3 minutes. Et le voici, cet ordre. Regardez bien. Saignement, voies aériennes, conscience et enfin respiration. Je sais, ça peut paraître contre-intuitif. On pense souvent à la respiration en premier, pas vrai? Eh bien non, c'est cette séquence précise, dans cet ordre exact, qu'il faut mémoriser. C'est, en quelque sorte, la grammaire de la survie. Alors, la grande question. Pourquoi le saignement en premier, avant même de se demander si la personne respire? La réponse, au fond, c'est une simple question de plomberie. À quoi ça sert de mettre de l'air dans les poumons si tout le sang qui doit transporter l'oxygène est en train de s'échapper du corps? Et quand on parle de vitesse, on parle vraiment d'une course contre la montre. Une hémorragie massive peut vider un corps de son sang en quelques minutes à peine. C'est pour ça que c'est la priorité absolue. Tout le reste, absolument tout, devient secondaire si on ne stoppe pas cette fuite. La recherche, elle doit être rapide, c'est presque un réflexe. On scanne la personne, ses vêtements, et surtout le sol autour d'elle. Une flaque de sang, c'est un signal d'alarme immédiat. Et si on a le moindre doute, par exemple après un choc violent, il faut oser vérifier sous les vêtements. Dans ces moments-là, la pudeur passe bien après la vie. Ok, pas d'hémorragie visible, le circuit sanguin semble étanche. La prochaine étape logique, c'est de s'assurer que le carburant essentiel peut entrer dans ce circuit, l'oxygène. Il faut que la route soit libre. La logique est toujours aussi implacable. Pas d'air, pas de vie. Une obstruction complète des voies aériennes, c'est tout aussi urgent qu'une hémorragie. Ça tue juste un tout petit peu moins vite. Mais on parle là aussi de quelques minutes, pas plus. Les signes sont vraiment clairs. Ils ne laissent aucune place au doute. Si une personne présente ces symptômes, elle est en train de s'étouffer. C'est une situation qui est silencieuse mais extrêmement violente et une action immédiate pour la désobstruction est indispensable. Bien, le circuit est étanche, le passage de l'air est libre. Maintenant, la question est, qui est aux commandes? Est-ce que le cerveau fonctionne? C'est la question de la conscience. Et c'est crucial parce qu'une personne inconsciente, c'est un peu comme un navire sans capitaine, complètement à la dérive et incapable de se protéger. Le point clé à comprendre, c'est qu'être inconscient, ce n'est pas juste dormir très profondément. C'est un véritable blackout du système de sécurité du corps. Les réflexes de base, comme celui de tousser si on s'étouffe avec sa propre salive, sont désactivés. Le danger devient alors interne. Et pour vérifier, attention, on ne se couche surtout pas la personne. On y va crescendo. D'abord avec la voix. Est-ce que vous m'entendez? Pas de réponse? On passe à un ordre simple. Serrez-moi la main. Toujours rien? Alors seulement, on applique une petite stimulation, une pression sur l'épaule par exemple. C'est un dialogue gradué avec le système nerveux de la victime. Récapitulons. Pas de fuite de sang. L'air peut entrer, mais le cerveau ne répond pas. La personne est inconsciente. La toute dernière question, et la plus critique à ce stade, c'est est-ce que les poumons font leur travail? Autrement dit, est-ce que ça respire? Et pour cette vérification, le temps est compté. Pas plus de 10 secondes. C'est un équilibre parfait. C'est assez long pour être sûr de son évaluation, mais c'est aussi assez court pour ne pas perdre un temps précieux si une réanimation est nécessaire. Pour ça, on va utiliser tous nos sens. On se penche sur la victime, la joue tout près de sa bouche. Et pendant ces 10 secondes, on fait 3 choses en même temps. On regarde si la poitrine se soulève, on écoute le moindre bruit de souffle, et on essaye de sentir l'air chaud sur sa propre joue. C'est un diagnostic en 3 dimensions. Et là, attention, il y a un piège mortel. Parfois, une personne en arrêt cardiaque peut avoir des sortes de hoquets, des inspirations très bruyantes et très espacées. On appelle ça des gasps. Ça peut ressembler à de la respiration, mais ça n'en est pas. C'est le tout dernier signal de détresse du cerveau. Considérer ça comme une vraie respiration est une erreur qui peut être fatale. Donc si la respiration est absente ou anormale, comme avec les gasps, les actions sont claires, directes et non négociables. On alerte immédiatement les secours ou on demande à quelqu'un de le faire et on commence le massage cardiaque sans perdre une seule seconde. On a donc notre séquence complète.
Mais que se passe-t-il si un obstacle physique nous empêche de l'appliquer? Si on ne peut même pas vérifier la respiration, par exemple? C'est la question piège. C'est tout simplement impossible de vérifier correctement la respiration si la victime est sur le ventre. Il faut donc la retourner. Mais attention, on ne la retourne pas comme une crêpe. Il y a un protocole très strict pour le faire sans risquer d'aggraver une éventuelle blessure à la colonne vertébrale. Cette technique, elle est conçue pour une seule chose, maintenir l'axe tête-cou-tronc parfaitement droit. Chaque étape, de la position des bras jusqu'à la prise sur l'épaule et la hanche, vise à faire pivoter le corps de la victime comme un seul bloc, pour minimiser au maximum tout risque de blessure à la colonne cervicale. Et il ne faut jamais oublier une chose essentielle. Même dans l'urgence, la personne en face de nous reste un être humain. Si elle est consciente, on lui parle. On lui explique chaque geste. Je vais devoir vous retourner pour vérifier que tout va bien. Ça rassure, ça aide et c'est absolument fondamental. Après tout ce parcours, revenons à la question de départ. Si on ne devait retenir qu'une seule et unique chose, ce serait celle-ci. Quelle est la toute première menace à écarter? La réponse, on la connaît maintenant, le saignement abondant. Car dans la grammaire des secours, la première phrase commence toujours par « arrêter l'hémorragie ». La prochaine fois qu'on verra une scène d'urgence, on ne verra plus seulement le chaos, on cherchera la séquence.